Hélène Buzetti, Chantal Hébert. Chantal Hébert, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? A-E-I-O-U. Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. Bonsoir. C'est les chiffres du dossier des médecins. Moi, j'adore ça, je deviens fou. Paul aussi. Hélène aussi, Chantal. Je deviens fou tout court. Moi, je lis cette étude-là comme un roman, page par page. Puis... Bon, on va écouter le docteur Amyot qui dit que ça progresse quand même. On a vu de la certaine bonne foi. On écoute, on revient. On demande au gouvernement de retirer 106 et de donner la chance à la bonne foi, à la négociation de bonne foi, à l'intervention d'un médiateur. On salue ça. Et parce que le gouvernement a fait un pas dans la bonne direction en incluant un tiers, bien, nous, on donne la chance au gouvernement de nous répondre favorablement. Je vais commencer avec vous, Paul, là, parce que vous êtes échiné aussi des heures au téléphone à comprendre les tenants et aboutissants de tout ça. Là, on sent un certain rapprochement, mais la loi ne passe toujours pas. C'est-à-dire, il pourrait même, théoriquement, avoir un règlement sur des cibles de nombre de patients qu'on voit, mais ils ne veulent pas que la loi permette au gouvernement de changer à tout bout de champ leurs conditions de travail. Oui, bien, le rapprochement, c'est la main tendue par Québec qui refuse l'arbitrage mais accepte la médiation. Et les médecins donc mettent de côté leur menace de suspendre l'enseignement, qui était une menace qui était controversée, qui passait pas très bien. Je pense qu'il pouvait créer un petit malaise dans la profession médicale, c'est-à-dire que les médecins étaient d'accord avec l'idée, mais ils auraient préféré que les personnes qui écopent de leur moyens de pression ne soient pas leurs futurs collègues, puis ça passait pas particulièrement bien dans la population. Mais donc, revenons sur le fond, oui, le nœud demeure parce qu'il y a plusieurs choses que ce projet de loi fait. Quand on parle de changer le mode des rémunérations des médecins pour les inciter à prendre davantage de patients en charge, là-dessus, ils sont d'accord, ils sont parlables. Quand on parle de modifier l'organisation des soins pour qu'il y ait une productivité collective accrue, là-dessus, ça fonctionne. Le problème, c'est que Québec veut pouvoir court-circuiter la négociation pour imposer ses décisions, en disant les médecins, c'est des travailleurs autonomes, on a besoin de levier, on a besoin de pouvoir les contraindre d'agir différemment. Et ça, refuser, pas avoir besoin de négocier, les médecins sont absolument contre, tout comme l'idée d'avoir des pénalités financières s'ils n'atteignent pas des cibles collectives sur lesquelles ils disent que la responsabilité échoue en partie à Québec. Donc, le cœur du problème demeure, même si les gens se parlent un peu plus. Et là, ce matin, M. Dubé, enfin hier, Chantal et Hélène, dit, puis en janvier, on veut que les gens qui n'ont pas de médecin de famille, là, il y en a plus d'1 million, puissent aller à une clinique et être inscrits plutôt que passer par le GAP qui envoie souvent au privé en passant. Alors, il y a comme une course, puis on n'est pas sûr si on va se rendre à temps, là, Chantal. Oui, et c'est pas la même course que celle dont Paul vient de parler, là. C'est une autre course complètement. Alors, point d'interrogation, si on fait ce que le ministre dit qu'il veut faire, est-ce que ça veut dire que les gens qui sont inscrits dans le moment dans les GMF, qui ont déjà des médecins de famille, vont attendre plus longtemps pour avoir des rendez-vous, pour avoir des soins, parce que les GMF ne pourront pas fournir à la tâche des patients qu'on vient de leur ajouter? Parce qu'il y a une raison pour laquelle les patients sont orphelins, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit où il y avait des disponibilités. Alors, si on les largue dans le système, est-ce que ça veut dire que tout le monde, eux, mais aussi les gens qui ne sont pas orphelins, tout à coup vont trouver que l'accès, et l'accès aux GMF et aux médecins dans les GMF, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est déjà parfois assez complexe. Alors, oui, on déplace un problème, mais je ne suis pas sûre qu'on le règle. Et Hélène, et entre autres, puis le gouvernement qui ne lâche pas le morceau là-dessus, puis c'est pour ça qu'on a voulu éclaircir avec le chercheur, c'est qu'ils disent que dans les GMF, si le 20 19 faisait un peu plus, ça libérait des plages de plus pour les Québécois. Donc là, on tourne... C'est ça l'objectif, qu'à la fin de l'exercice, il y a plus de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Hélène.
Et c'est pour ça que cette nouvelle étude aujourd'hui, elle est éclairante parce qu'elle vient nous faire mieux comprendre une partie de l'opposition des médecins. Paul, tout à l'heure, parlait de cette responsabilité collective. Et il est là l'enjeu, cette idée que de lier 15 de la rémunération des médecins à une prise en charge collective. Le problème, et l'étude l'illustre bien, c'est qu'on a peut-être jusqu'à un médecin sur 5 qui est sous-performant, mais l'étude nous montre aussi qu'il y a jusqu'à un médecin sur 4, voire même un médecin sur 3, qui est surperformant, Exact. qui lui ou elle ne prend presque jamais de vacances. Et là, quand vous arrivez avec une cible collective, où on dit, ben si vous n'arrivez pas à prendre en charge un certain nombre de patients dans certains paramètres, nous retenons jusqu'à 15 de votre rémunération, ben là, il y en a qui vont dire, ben t'as peu, moi je fais déjà amplement ma part, c'est peut-être celui à côté qui la fait pas. Et comment fait-on cet arbitrage? Alors ça, ça vient expliquer aussi les dissensions et le fait qu'on n'est pas capable de s'entendre sur cet objectif-là parce que la réalité, elle est très variable d'une personne à l'autre. C'est un beau tour, ça. Je pense que c'était clair, là. 3 interventions claires sur ce dossier-là. Je pense qu'on a avancé, là. Mais pour vrai, là, les pénalités collectives, ça ne passe pas. Oui, Paul, un dernier mot. Je veux parler de Rocky après. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que Chantal disait. Elle disait que si, par exemple, on inscrit plus de médecins, de patients dans les GMF, bien, on va atteindre une cible sur papier, mais il y a des patients qui sont déjà inscrits qui vont avoir encore plus de difficultés à avoir un rendez-vous. Donc, on ne réglera pas le problème concret des patients, mais on aura réglé le problème politique en s'étant donné une cible et ensuite, après, bien, on l'atteint. Et il y a des chercheurs à qui je parle qui ont la même inquiétude par rapport à l'idée des cibles contraignantes puis de la punition, qui se disent, est-ce qu'on comprend bien la complexité du système qu'on est en train de mettre en place, puis est-ce qu'on va juste à nouveau créer des effets pervers qui vont faire en sorte que les médecins, étant par nature des gens qui sont en moyenne très performants et brillants, vont réussir à atteindre les cibles qu'on leur donne sans forcément que ça se fasse au bénéfice du patient, alors que les problèmes sont plus fondamentaux, plus simples dans leur solution à dire pour moi, mais plus complexes à mettre en pratique, c'est-à-dire avoir plus d'argent en première ligne, en prévention, plus d'infirmières praticiennes, et puis plus de décloisonnement du travail entre les différentes professions. Facile pour moi à dire, mais dur à mettre en pratique. Ils ne sont pas seuls. OK, très bien. Congrès de la CAQ en fin de semaine. On va écouter un petit extrait de M. Legault et ensuite un extrait plus important de M. Legault qui dit l'important, c'est pas si on mange des coups, c'est est-ce qu'on est capable de les encaisser puis de rester debout. Dans Rocky, il dit c'est pas la force des coups qui compte, c'est la capacité de les encaisser et d'être capable de continuer, d'avancer. Puis là, actuellement, il y en a qui annoncent notre mort. Savez-vous quoi? Moi, ça me motive, là. Alors, Hélène, je commence avec vous. On ne peut pas lui reprocher de vouloir se battre. Il veut se battre. Il y a eu des... Puis je vous ferai entendre, là, il y a eu quelques présidents dans les circonscriptions là, qui ont émis des doutes, mais lui, pour l'instant, il va tout faire pour essayer que ça remonte, là. Oui, bon, d'abord, on va préfacer tout ça en disant qu'un chef politique dit toujours qu'il va rester jusqu'à la minute où il nous annonce qu'il part. Alors, il faut garder ça en tête. Mais je trouve quand même particulier cette reconnaissance de sa part qu'il prend des coups. Dans son discours en fin de semaine, il disait ça, je le sais que je me prends des coups, c'est pas facile, je suis comme Rocky. Et je vous rappellerai que dans le premier film de Rocky, il a fallu que j'aille me rafraîchir la mémoire, là, mais il gagne pas, Rocky. Hein? Il finit par perdre sur jugement de l'arbitre, mais on pense quand même qu'il est le gagnant parce qu'il a été plus fort qu'on le pensait. Donc, je trouve que c'est particulier. Je le compare à ce que M. Trudeau disait à peu près à pareille date l'année dernière, où il reconnaissait peut-être un peu moins là, qu'il était malmené. Alors, je persiste dans moi mon analogie du kamikaze. Je sens en M. Legault peut-être ce désir de dire j'ai plus rien à perdre, je suis à 14, 15, 16 % dans les sondages, mais au moins, je vais me faire plaisir. Je vais essayer de faire ce qui était au départ mon grand rêve de la CAQ, là, ce ménage de l'État.
comme je vous dis, il peut bien décider qu'il va partir finalement, mais pour l'instant, je sens cette espèce d'énergie du kamikaze. Et Chantal, et aussi, ce qui ajoute peut-être à cette énergie-là, c'est qu'il dit « Je veux garder vivante la troisième voie, ce que j'ai créé ». Oui, OK. Sauf que c'est pas parce que François Legault peut encaisser des coups que la CAQ va pas se faire mettre KO aux prochaines élections. Un. Deux, je comprends totalement le raisonnement à partir duquel on se dit « Je suis à tel niveau, ça peut pas être pire ». Mais je vais vous ramener longtemps en arrière, là, en 93, fin de la campagne électorale, Kim Campbell est première ministre. Je me souviens d'avoir dit les conservateurs pensent qu'ils n'auront pas plus que 12 sièges. Je me trompais, c'est toujours possible de faire pire, ils en ont eu 2. Donc, cette idée qu'on ne peut pas descendre, c'est oui, on peut remonter, mais on peut descendre aussi. Alors, il y a quelque chose de. Oui, le mot kamikaze me semble bien choisi. Paul, vous avez écrit, entre autres, il se bat dans le fond, c'est pas des coups, il se bat contre le temps. C'est très difficile de se battre contre le temps, là. Oui, bien, puis juste pour revenir à l'analogie de Rocky, je ne sais pas, Patrice, si vous avez déjà compté le nombre de commotions cérébrales que Rocky encaisse dans une seule ronde. Son cerveau est déjà dû pour y donner à la science avant les 30 premières minutes du film. Mais en effet, c'est la grande différence avec les négligés qui, finalement, ont réussi à avoir une espèce d'aura romantique à cause de leur statut de négligé. Finalement, la population s'est ralliée derrière eux. C'est pas mal toujours des gens qui étaient dans l'opposition et qui se battaient contre un gouvernement puis qui ont réussi à gagner, entre autres, grâce à l'impopularité du gouvernement. Alors qu'il n'y a aucun cycle politique qui est éternel. M. Legault est au pouvoir, sera au pouvoir depuis 8 ans, 2 mandats majoritaires, doyen de l'Assemblée nationale, son retour depuis 2011. Donc, c'est très difficile d'incarner la nouveauté. Il a pu avoir le slogan « Continuons » pour son 2e mandat à cause de la pandémie qui nous permettait de croire qu'il n'avait pas pu continuer son œuvre, mais ça ne pourra pas être « Continuons ». Il devra trouver un argumentaire qui va au-delà de « les autres sont pires et je suis bon pour encaisser une volée ». Puis je suis encore là. Est-ce qu'on va assister, d'après vous, parce que ça a commencé, je vous fais entendre tout de suite un militant, est-ce que vous croyez que le fameux supplice de la goutte, là, un militant par-ci, puis 3-4 jours après, un militant par-là, qui va demander sa démission, est-ce qu'il pourrait faire l'objet de ça? Mais d'abord, écoutons ce militant déçu. La CAQ, c'est pas parfait, on s'entend, mais si on regarde l'offre politique qu'il y a autour, là, je veux dire, des fois, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Je pense qu'il y a une baisse de la ferveur un peu. Il y a des gens qui ont des doutes. Là, aujourd'hui, vous pensez que François Legault doit penser peut-être à céder sa place? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il a fait son temps. Est-ce qu'il risque d'entendre ça plus souvent, Chantal, ou ça va être de l'intérieur d'ici quelques mois, s'il ne voit pas les sondages s'améliorer, qu'il va partir de lui-même? Je ne suis pas convaincu le supplice de la goutte quand on a décidé qu'on n'entendait pas le son des gouttes qui tombent, que c'est ça qui aurait raison de François Legault. Cela dit, il m'a semblé que la chose la plus significative que j'ai entendue en fin de semaine, c'était effectivement, et là-dessus, il n'y avait pas de dissension, là, cette baisse de ferveur qu'on vient d'entendre. C'est grave, ça. Parce qu'un jour, bientôt, François Legault va devoir convaincre des gens de se présenter pour lui pour remplacer des ténors. Et ce jour-là, il risque effectivement d'être confronté à la réalité. Oui. Puis il y en a Dubé qui part, d'autres, Girard, on ne sait pas trop, mais on part. Hélène, est-ce que un mouvement de grogne pourrait être plus organisé ou c'est peut-être même pas nécessaire, là? C'est toujours possible. On n'a pas encore de successeur sur l'écran radar, encore qu'on n'en avait pas non plus pour M. Trudeau, puis un sauveur nous est apparu éventuellement. Moi, je note quand même de la part de la CAQ, de la part de M. Legault et de son cabinet, un désir de regalvaniser les troupes avec des thèmes qui leur sont chers. Évidemment, celui de la laïcité, qu'on va nous proposer un autre projet de loi sur la question pour donner un tour de vis à cette affaire, mais aussi toutes ces attaques contre le milieu syndical,
Et là, ça revient à ces sources très, très réformatrices de la CAQ qui nous rapprochent même un petit peu d'Éric Duhem. D'ailleurs, M. Duhem, je pense, a envoyé une lettre aujourd'hui en disant vous prenez beaucoup de morceaux de ce que je dis moi-même. Je ne pense pas que les problèmes que diagnostique la CAQ sont nécessairement mauvais. Je pense qu'ils ont raison de parler de la démocratie syndicale qui pourrait faire mieux, par exemple des votes à heure fixe, voter sur les états financiers. Sauf que les solutions qu'ils proposent, elles, sont peut-être contraires aux droits d'association et risquent de frapper un mur juridique. Mais quand même, je pense qu'il y a ce désir d'exciter les troupes avec des sujets qui leur tiennent à cœur. Mais il est tard un peu pour ça, non, Paul et Chantal? Est-ce que ça ne sent pas aussi des lignes de communication? Et c'est ça qui... il est tard pour revenir à ce qu'on était il y a plusieurs années, Chantal. Paul? Oui, peut-être deux choses sur la popularité de M. Legault puis son programme de gouvernement pour la fin de son mandat. Ce qui va l'aider, c'est que le supplice de la goutte, il n'y a pas beaucoup de gouttes, puis il tombe lentement. Puis c'est le chef fondateur du parti. Et puis, vous remarquerez qu'il n'y a plus de vice-première ministre. C'est peut-être pas anodin comme décision qu'il a prise au remaniement. Maintenant, quant à la suite des choses, peut-être un commentaire sur le ménage dans l'État, l'efficacité de l'État. C'est toujours plus facile, voire plus crédible quand vous faites ça en début de mandat. Si vous faites ça en période préélectorale, même si vos intentions sont bonnes, ça devient très, très, très difficile à faire. Le temps vous manque, puis c'est plus difficile à vendre politiquement puis à faire accepter par les ministres qui, eux, ne sont pas toujours heureux qu'il y ait des compressions dans leur dossier. Oui, Chantal, un petit mot sur ce virage à droite, ce retour aux sources, là. Retour aux sources. OK. D'abord, à un moment, parce qu'on n'est pas dans une période économique glorieuse, le taux de chômage va augmenter et si on appelle ça assainir l'État, ça veut dire mettre dans la rue des gens qu'on a engagés dans la fonction publique, donc accroître le chômage. Plus l'économie va mal, moins le gouvernement va récolter des fleurs de l'électorat. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est les choses qui ont plu à la CAQ au début ne sont pas nécessairement les choses qui sont des priorités ou des choses qui vont faire voter les électeurs. On n'est pas nécessairement là. Et je reviens, la personne qui a trouvé la recette s'appelle Doug Ford. Qu'est-ce qu'il a fait, Doug Ford? Il n'est pas allé s'éparpiller dans les champs de l'identité ou de autres. Il est allé sur direct, c'est Trump, et moi, je vous défends contre ça. Et ça me rappelle un peu Stephen Harper, les niqabs, les machins, les trucs qu'on avait trouvés pour la campagne de 2015 pour essayer de galvaniser les troupes. On sait où ça menait. Oui. Il n'est pas le seul. Avec Rocky, elle est facile, vous allez me dire. Mais écoutez ça, là. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon, 2018. Lui, il était allé plus loin, là. C'était une vidéo. La fameuse scène en Sibérie, où il va s'entraîner en Sibérie, puis il tire une charrue à un moment donné, puis bon. Alors, on me disait mort, et voici. Bon, ça a marché dans son cas, Paul. J'imagine, est-ce que vous voulez vraiment un commentaire là-dessus? Mais je ne me souvenais pas de ça, oui, moi. mais je reviens à... Ça a fonctionné, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a pris premièrement un parti qui était à terre dans les sondages et qui a réussi à le relever. Une personne qui lui-même était négligée dans la course à la direction à ce parti qui était par terre. Donc, il a réussi 2 fois l'exploit, mais encore là, il était dans l'opposition. Et donc, quand il y avait un problème dans les salles d'attente, c'est pas lui que les gens accusaient. C'est quand même un rôle qui est sans minimiser ce qu'il a réussi à faire au PQ. C'est un rôle qui est plus difficile que celui de premier ministre sortant. Oui, j'en étais au premier degré, plus sur le parallèle facile avec Rocky, là, qui est attirant, Chantal, qu'on est en politique. Juste pour montrer les images, parce que sérieusement, combien il y a eu de sièges, Paul Plamondon? Est-ce qu'on peut se rappeler? C'est ça la cible. Oui, monsieur a des chances. Hélène. Et je ferais juste ajouter, il n'a pas encore gagné l'élection. Il y avait un chef politique aussi qui avait 20 points d'avance sur le gouvernement sortant, qui s'appelait Pierre Poilievre, et il est encore en l'opposition. Il a dû se présenter à une partielle pour regagner le droit de siéger aux communes. Donc, à suivre. OK, très bien. Je voulais parler de M. Poilievre. Ça sera pour une autre fois parce qu'il reste moins d'1 minute. Tour de table très rapide. Est-ce qu'il y a des gens
qui se préparent, là, advenant le cas où M. Legault décide de « savez-vous, j'en ai assez ». Est-ce que ça se prépare ou pas vraiment encore, tellement tout ça est flou? Tour de table rapide, Paul? Si ça se prépare, je ne suis pas au courant. Bon. Il y a sûrement des gens qui pas réfléchissent, fort, là. mais ça reste dans leur tête, à ma connaissance. Chantal? Dans leur tête, oui, il y a certainement des gens qui se disent « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me présente s'ils démissionnent? » Mais s'organiser dans ces circonstances-ci, j'en ai pas vu de signe. Oui. Et Hélène, non, pas de signe non plus. Quand il n'y a pas de fumée, pas de signe non plus. Puis c'est sûr qu'il y a juste 14 % d'intention de vote dans les sondages. Ça donne moins le goût. Hélène Buzzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.